Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse. Je suis la sergente Martine Isabelle du service des communications avec les médias. Alors, nous vous avons convoqué ce matin afin de faire le point sur les événements survenus la fin de semaine dernière lors du Conseil général du Parti libéral du Québec à Victoriaville. Avant de poursuivre, j'inviterai les porteurs de téléavertisseurs ou de téléphones portables à les rendre silencieux, s'il vous plaît. Alors, voici comment se déroulera le point de presse. Le capitaine Jean Finet du service des communications avec les médias s'adressera à vous dans quelques instants. Il est accompagné du sergent Martin Lechasseur, spécialiste au module technique d'intervention policière, qui répondra pour sa part aux questions techniques. Par la suite, le lieutenant Guy Lapointe sera disponible pour répondre aux questions en anglais. Il y a aussi possibilité d'entrevues individuelles pour les médias qui le désirent. Je cède maintenant la parole au capitaine Jean Finet du service des communications avec les médias. Merci. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que beaucoup de choses ont été dites depuis les événements survenus en fin de semaine dernière à Victoriaville. Je vous rappelle que la mission de la Sûreté du Québec, lors de cette fin de semaine-là, était d'assurer, premièrement, la sécurité des gens qui venaient manifester paisiblement. La deuxième mission était d'assurer la sécurité des gens qui tenaient une assemblée politique. Et enfin, notre mission était aussi d'assurer la sécurité de la population de Victoriaville, ainsi que de la ville elle-même. La Sûreté du Québec veut maintenant vous présenter les faits que nous connaissons. Parce que vous le savez, la police travaille avec des faits. Voici d'abord une chronologie des événements qui vous aidera à bien comprendre justement le fil des événements lors de cette émeute. Vers 16 heures, les premiers manifestants sont arrivés à Victoriaville et ont été reconduits dans un stationnement public où nous les avons aidés. Et par la suite, nous avons escorté sur la route pour se rendre à l'endroit où devait avoir lieu l'événement. Durant la marche, nos policiers ont remarqué un certain changement d'attitude de la part de certains manifestants. Certaines personnes se sont jointes au groupe. Certaines personnes ont même commencé à se changer. Vers 18h26, des gens qui étaient près du périmètre ont fait tomber le périmètre, malgré les policiers en uniforme standard qui leur demandaient de respecter ce périmètre. D'ailleurs, vous avez une photo derrière vous, vous allez voir, qui démontre bien justement cet événement-là. Donc, à 18h26, le périmètre n'a pas été respecté. Et nos policiers, qui n'avaient absolument rien fait pour agresser ou provoquer, ont demandé justement aux gens d'arrêter. Ça n'a pas été fait. Quelques minutes plus tard, il y a eu lancement de projectiles de la part de gens qui n'étaient pas là, visiblement, pour manifester sur la hausse des frais de scolarité, mais qui étaient là pour commettre des actes criminels. Parce qu'à partir du moment où on lance des roches à des policiers, on commet un acte criminel. Lorsqu'on commence à lancer des projectiles en direction d'un édifice où se tient une assemblée politique, de quelque parti que ce soit, on commet un acte criminel. Il y a même eu des pièces pyrotechniques qui ont été lancées en direction du toit du centre des congrès. Nous avons dû aller vérifier afin de s'assurer qu'il n'y ait pas début d'incendie. Quelques minutes plus tard, vers 18h30, il y a eu mise en place de notre groupe de maintien de rétablissement de l'ordre. Et les projectiles continuent à fuser de toutes parts.
La manifestation sera déclarée illégale à 18h38 et plusieurs déclarations seront faites à cet effet, plusieurs fois, au moins une dizaine de fois, si ce n'est pas plus, et à chaque étape qui viendront. Nous l'avons répété. Vers 18h39, soit une minute après, les irritants chimiques ont commencé à être utilisés afin de repousser les casseurs, parce qu'on ne parlait plus là de manifestations paisibles, mais bien de gens qui lançaient des projectiles et qui en voulaient aux policiers et à l'Assemblée qui s'y tenait. À 18h42, cet attroupement illégal a été déclaré émeute. Émeute parce qu'il y avait des actes de violence à l'égard des policiers, mais aussi à l'égard d'autres gens, par l'utilisation de violence. 2 personnes, vers 19h, ont reçu des premiers soins d'ambulanciers. Une première personne, près d'un restaurant bien connu, a reçu des premiers soins pour une blessure au visage. Cette personne nous déclarera plus tard qu'elle était à environ 200 ou 300 mètres des policiers lorsque ça s'est produit. Et je vous rappelle que la portée maximale d'un projectile d'impact utilisé à la Sûreté du Québec, c'est 100 mètres. Cette personne l'a déclaré aussi dans un journal qu'elle était tout à fait surprise d'avoir été atteinte par un projectile, alors qu'elle se tenait à 200-300 mètres de nos policiers. Une deuxième ambulance, toujours à 19h, a été portée secours à un deuxième individu qui a été blessé à une oreille et au crâne. Cet individu a été transporté rapidement au centre hospitalier Arthabasca. À cette même heure, il y a un groupe d'individus avec une grande bannière noire qui, justement, se cachait derrière cette bannière-là et lançait des projectiles en direction de nos policiers. C'est à 19h, effectivement, que l'ordre fut donné de pouvoir utiliser les armes d'impact aux policiers qui étaient sur le terrain. Parce qu'il doit y avoir un ordre, un officier responsable des opérations avant l'utilisation de ce type d'armes. La menace était grandissante et l'ordre a été donné. Les policiers ont même aidé des ambulanciers à avancer car elle était encerclée de manifestants et ça a été repris. On peut le lire dans nombreux médias. Nous avons dû intervenir justement pour aider les ambulanciers à avancer. Vers 20h02, et vous l'avez tous vu, un de nos policiers a été agressé sévèrement à coups de pierre, à coups de bâton. Le niveau de violence a commencé à diminuer une dizaine de minutes après. Vers 20h10, une troisième ambulance est venue porter secours à quelqu'un qui a été blessé à la tête et à l'œil, à un œil. 20h10, 20h20, arrivé à 20h30 au centre hospitalier. Il faut comprendre que les ambulanciers ont dû être protégés avant de pouvoir se rendre sur les lieux des événements. Parce que justement, il pleuvait des projectiles de tout genre. Des roches, des pavés, des billes d'acier, des briques. Tout était bon. Et certains de nos policiers nous ont même dit qu'il pleuvait des pierres. À 20h35, on est aussi capable de confirmer que 10 autobus quittaient les lieux. À 20h47, une quinzaine d'autres.
À 21h03, aux alentours, il y avait toujours un noyau dur de casseurs, et je vais le dire, de bandits, qui continuaient à vouloir commettre des actes criminels, malgré le fait qu'à plusieurs reprises, cette manifestation a été déclarée une émeute. Et c'est vers 22h06 qu'il y a eu retour au calme. L'événement a duré environ 4 heures. Sur les 60 heures qu'a duré environ le conseil du parti politique qui tenait son assemblée. 4 heures sur 60 heures. Parce que beaucoup de gens parlent du vendredi soir, mais parlent peu du samedi et du dimanche, où le calme et la paix, malgré la journée du samedi, où il y a eu environ 500 manifestants et où nous avons procédé à des arrestations, 4 heures sur 60 heures. Je vais vous entretenir maintenant sur l'utilisation des armes d'impact qui ont été utilisées lors de cette émeute. À la Sûreté du Québec, sur les 5500 policiers, il y a 20 policiers qui sont formés pour utiliser les armes d'impact. De ces 20-là, la journée de l'émeute, il y en a 6 qui étaient affectés à cette opération. De ces 6-là, il y en a 5 qui ont utilisé l'arme d'impact. De ces 5-là, il y en a un qui a utilisé plus de projectiles et c'est dans l'événement entourant le policier que vous avez tous vu se faire battre. Au total, 33 projectiles ont été utilisés par ces 5 policiers. En aucun temps, nos policiers n'ont visé ou n'ont tiré en direction des parties vitales ou de la tête de quelque individu que ce soit. L'utilisation de ce type d'armes est exclusivement à l'égard de gens dangereux qui représentent une menace à l'égard des policiers ou de citoyens. Et il n'est pas question de tirer sur un individu, quand bien même il nous aurait lancé 20 roches, s'il n'en a pas entre les mains au moment où le policier le regarde, le policier ne tirera pas. En aucun temps, un policier ne va utiliser cette arme s'il n'est pas en mesure d'identifier le sujet dangereux, et encore moins si sa vision est dérangée par les gaz. Donc, ce que je vous dis, c'est que nos policiers ne tirent pas à l'aveuglette, tout simplement. Cette émeute-là est sans doute la plus violente depuis les 10 dernières années, et on peut remonter au sommet des Amériques. Nous avons fait face à des casseurs professionnels, des gens habitués, des gens qui ont fait d'autres événements où ils ont justement tenté d'inciter, et même ils l'ont fait, ils ont incité d'autres gens à commettre des actes criminels. Nous en avons d'ailleurs arrêté, comme vous le savez tous. Nous ne le répéterons jamais assez. Dans une manifestation qui devient une émeute, comme celle qui s'est produite vendredi dernier, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de quitter les lieux. Et c'est ce que plusieurs personnes ont fait. Vous savez, la plus belle mission de contrôle de foule, c'est la mission où tout le monde s'en retourne chez soi, en paix, sans aucune blessure. Les policiers et policières de la Sûreté du Québec qui étaient sur le théâtre de l'opération sont aussi des pères et des mères de famille. Il ne faudrait pas penser que ces gens-là
espéraient vivre ce genre d'événement-là. Par contre, ils sont entraînés à le faire et ils l'ont bien fait. Ils l'ont fait avec professionnalisme, ils l'ont fait avec discipline, ils l'ont fait avec rigueur et en fonction des lois et règlements, mais aussi en fonction du respect des lois qui nous légifèrent et du respect envers la population qui voulait, elle, manifester paisiblement. Il a été véhiculé qu'il y avait eu 400 personnes de blessées. Les autorités médicales l'ont mentionné samedi dernier. 7 personnes ont été admises, dis-je, dans des centres hospitaliers, dont 3 d'entre elles, malheureusement, ont subi des blessures plus graves. De celles-ci, une personne a été blessée à la mâchoire. Et comme je le disais précédemment, elle a été rencontrée par nos enquêteurs. Elle nous a mentionné qu'elle était à environ 200 à 300 mètres de la ligne des policiers, alors que la portée des armes que nous utilisons en matière de contrôle d'individus dangereux n'a qu'une portée maximale de 100 mètres. La deuxième personne qui a été blessée à l'oreille droite ou à l'oreille gauche et à la tête, cette personne-là aussi a été rencontrée. Et lorsqu'elle marchait dans la rue pour se rendre au site, elle nous a mentionné en avoir vu des casseurs, des gens avec des masques, des gens avec des sacs à dos qui ne semblaient pas très légers. Après analyse du dossier médical, parce que, je le disais précédemment, nous travaillons avec des faits, nous avons obtenu justement les rapports médicaux des 2 personnes qui ont été admises au centre hospitalier de Trois-Rivières. Nous avons demandé l'assistance d'un pathologiste afin d'étudier les blessures qui ont été causées à ces 2 personnes-là. Pour ce qui est de la personne qui a été blessée à une oreille et à la tête, la pathologiste n'est pas en mesure d'exclure la possibilité qu'elle ait été atteinte par un projectile utilisé par la Sûreté, mais n'exclut pas tout autre projectile. Notre enquête se poursuit donc pour déterminer ce qui s'est passé dans ce cas-là particulier. Concernant la 3e personne qui a été blessée et qui a perdu malheureusement un œil, à l'analyse du dossier médical, la conclusion du pathologiste est que l'ensemble de ces blessures n'aurait pas pu être causées par un seul impact d'un bâton cinétique. En d'autres termes, la blessure est assez grande pour venir dire qu'un seul bâton cinétique n'aurait pu causer de tels dommages. Plusieurs policiers ont reçu aussi des coups et blessures. 3 d'entre eux se sont rendus à l'hôpital et heureusement, on peut ressortir rapidement. Mais plusieurs policiers, dont celui justement que tout le monde a vu, ont été blessés. Des ecchymoses, blessures aux genoux, blessures aux chevilles. Mais la plupart d'entre eux ont décidé de rester pour continuer à travailler. Une vidéo a été mise sur YouTube hier. Nous l'avons analysée, nous continuons à le faire. Pour l'instant, il n'y a aucune conclusion dont on peut en tirer. Concernant le travail des policiers, eh bien, nous avons préparé cette mission comme nous aurions préparé toute autre mission, avec professionnalisme et rigueur. Et, somme toute, lorsque l'on fait l'analyse de ce qui s'est passé, la ville de Victoriaville n'a pas été mise à sang et à feu. Aucun dommage n'a été causé dans la ville. Aucun citoyen de Victoriaville, à l'extérieur de ce périmètre-là, a été blessé. Somme toute, la circulation y a été retardée. Mais sinon, le calme est demeuré dans le reste de la municipalité. En aucun temps, le périmètre, donc le centre des congrès, en aucun temps, la sécurité du centre des congrès n'a été mise en péril. Nous étions prêts
nous étions préparés et nous étions là pour bien encadrer une manifestation pacifique. Certaines personnes ont véhiculé le fait que nous avions retardé les ambulanciers. J'ai personnellement contacté le coordonnateur hier pour poser la question moi-même avant de vous présenter devant vous. Et ce dernier m'a confirmé que le seul moment où on pouvait avoir pris plus de temps, c'est parce qu'il fallait les protéger pour se rendre sur les lieux. C'est tout. Et pour ce qui est du nombre d'ambulances, on l'avait dit précédemment, on a travaillé en partenariat avec le service ambulancier, les pompiers, la municipalité, le ministère des Transports. Ils avaient des effectifs ambulanciers supplémentaires, spécifiquement assignés pour cet événement-là. Vous savez, la Sûreté du Québec a un principe de neutralité qui lui est très cher. Quelqu'un a mentionné que le devoir de la police était de protéger tout le monde. Et c'est tout à fait vrai. Mais notre devoir, c'est aussi de ramener la paix lorsque des gens, des criminels, des bandits, transforment une rencontre pacifique en émeute et commettent des actes de violence extrêmes. Le premier souhait, c'est que tout se déroule dans le calme, qu'il n'y ait aucun blessé, que les policiers sont aussi des pères de famille, des mères de famille. Alors, notre tâche, c'est de ramener la situation au calme. Mais à l'intérieur de 4 heures, c'est ce qui s'est produit. Il faut être clair, là. Il faut être très clair ici. Le haut niveau de violence dont on a été témoin, c'est le fait de casseurs. La violence, c'est le fait de casseurs. La Sûreté du Québec a dû utiliser, elle, la force nécessaire pour repousser et ramener l'ordre. Elle a été obligée de le faire. C'est dans son travail de le faire. Il y a eu 110 arrestations et ce nombre pourrait grandir rapidement. Nous enquêtons sur les crimes qui ont été commis. Nous continuons à le faire présentement. D'ailleurs, derrière moi, vous avez des images, des photos d'individus qui étaient sur les lieux et qui sont activement recherchés par la Sûreté du Québec. Comme je l'ai dit au tout début, nous travaillons avec des faits et nous allons continuer à le faire. Il est important de comprendre qu'il peut y avoir des messages qui sont véhiculés de toutes sortes, mais nous devons justement avoir des faits qui sont corroborés pour pouvoir venir vous dire « oui, certaines personnes ont été blessées par des projectiles autres que ceux de la Sûreté. » Et non, nous ne le savons pas encore parce que nous ne sommes pas en mesure de le confirmer. Et nous allons continuer à travailler pour savoir. Je finirai en vous disant qu'il est écrit dans un document que la liberté d'expression, c'est le souffle même de la démocratie selon la Cour suprême du Canada. Ça englobe les expressions verbales, gestuelles, même les plus impopulaires. Mais il y a une chose qui n'est pas garantie par la Constitution, c'est la violence. C'est inacceptable. Merci. Merci, M. Finet. Alors, nous allons passer à la période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro ici, à vous nommer, de dire de quel média vous êtes et à qui s'adresse la question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Denis Martin, je suis à Canada. Capitaine Finet, j'aimerais savoir comment vous qualifiez donc cette opération. Est-ce que ça a été mission accomplie, un succès pour vous? Comme je le disais, sur les 60 heures qu'ont duré l'événement, la réunion politique, il y a 4 heures où, justement, il y a eu émeute. Disons 3h55 minutes. Parce que malheureusement, ça avait très bien commencé. Il y avait des gens qui étaient là, et on le sait, là, il y a des étudiants qui sont venus vraiment pour manifester sur la hausse des frais de scolarité. Il y avait d'autres gens qui voulaient manifester sur d'autres sujets. Malheureusement, ces gens-là se sont vus brimés dans leur droit d'expression par ces casseurs-là. Nous sommes intervenus rapidement. Oui, nous qualifions que cette opération-là s'est bien déroulée.
non, nous ne sommes pas contents que des gens soient blessés parce que oui, c'est vrai que nous, la plus belle opération, ce sera toujours celle où tout se passera pacifiquement, où les gens auront pu manifester, d'autres tenir leur assemblée politique et que tout le monde va s'en retourner chez soi sain et sauf. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais que c'est un peu tôt de faire le bilan, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment? Par exemple, peut-être même des clôtures qui semblaient beaucoup plus fragiles qu'on l'aurait cru au départ? Vous avez tout à fait raison. Il est tôt pour faire un bilan. Par contre, ce que je vous dirais par rapport au périmètre de sécurité, parce qu'on apprend et on retient les leçons. Dans le passé, on nous a aussi dit qu'un périmètre très étanche, très haut, très solide, c'était une atteinte à la liberté d'expression. À Victoriaville, on a mis un périmètre en fonction que ce soit sécuritaire, mais aussi en fonction que les gens qui voulaient manifester puissent le faire. Au sommet des Amériques, il y a un bout de clôture très haut, qui était même arrimé au sol. Elle est tombée. Alors, la question du périmètre, là, je le répète, je l'ai déjà dit, c'est une ligne à ne pas dépasser. C'est la ligne que les autorités vous disent, regardez, vous pouvez aller manifester jusque-là, vous pouvez le faire en respectant les règles, l'ordre, puis on vous donne cet espace-là. Si on avait mis des murs de 6 pieds en béton, je pense qu'on se serait fait dire c'est pas très constitutionnel. Alors, oui, cette opération-là a bien été. Oui, après chaque opération, nous faisons une rétroaction parce qu'on peut toujours s'améliorer. Merci. On va passer à la question suivante. Bonjour, Bruno Malta de Radio-Canada. On voit plusieurs images derrière. Avez-vous pensé rendre public les images filmées, notamment par l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui était présente pendant la plupart du temps qu'ont duré les manifestations? À cette question, je vous répondrai que nos responsables en enquête évaluent toutes ces possibilités, dis-je. Évidemment qu'aujourd'hui, on vous présente certains clichés. En fonction de nos besoins d'enquête, nous n'excluons pas effectivement la mise en ligne ou montrer certaines images pouvant nous aider à retracer les auteurs de ces crimes-là. D'ailleurs, vous voyez derrière moi en boucle le numéro de la ligne 1-800 où les gens peuvent appeler et on incite tous les gens qui ont été témoins d'actes criminels à nous appeler. D'ailleurs, des gens qui ont pu justement avoir leur droit de manifester, être brimés, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir. C'est notre travail, justement. Peut-être revenir sur les trois blessés plus brièvement. Vous avez parlé d'un, donc on ne peut exclure des blessures causées par un projectile venant des policiers. Les deux autres, vous êtes revenus sur le 2 à 300 mètres. Vous avez vu comme moi que Pacini n'était pas à 200-300 mètres. C'est difficile pour une personne dans un terrain si vaste d'évaluer exactement la distance. Il y a eu d'autres témoignages dans les champs en face de l'hôtel. Vous savez très bien que pour ce qui est des distances de la personne comme telle, n'est pas nécessairement en mesure de confirmer les choses. Dans vos propos tout à l'heure, j'avais de la misère à distinguer ce que vous excluez formellement comme étant des blessés venant de projectiles policiers des autres. Est-ce que vous pourriez être plus clair, notamment sur l'œil aussi du jeune homme? Vous parlez de plusieurs blessures. Est-ce que ça pourrait être plusieurs blessures venant de balles de plastique ou ces projectiles dont je voulais Bien, je vous remercie de me poser la question et peut-être je serai plus clair. Peu avant 19 heures, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont déjà blessées. Et au Passigny, pour ne pas le nommer, il y a une dame qui a été blessée à la mâchoire. À ce moment-là, on n'a pas encore commencé à utiliser nos armes d'impact. OK? Il y a déjà des ambulanciers sur place. Il y a une deuxième ambulance qui s'en vient. Et là, ceux qui sont avec la dame disent « on s'en va parce qu'on en a un autre qui serait plus grièvement blessé ». Donc, c'est avant 19 heures que ça s'est produit. Et oui, ils l'ont récupérée au Passigny, mais ce n'est pas là qu'elle a été blessée. Elle a été transportée par des gens jusqu'au Passigny. Et c'est elle qui nous a affirmé justement qu'elle était à 200-300 mètres, donc plus loin en direction du grand magasin où ils se sont stationnés. Alors, sur cette base-là, la distance, mais aussi en fonction de l'heure, puis du moment où on a commencé à utiliser les armes d'impact, bien là, on est en mesure justement de pouvoir dire qu'il s'est très peu probable, voire
je dirais pas impossible, là, mais très peu probable qu'elle ait été blessée par un projectile de la Sûreté. Pour ce qui est de la deuxième personne, la personne ayant été blessée à la tête, mais aussi à l'oreille, elle aussi, c'est avant 19 h ou tout juste avant 19 h. Et je le répète, l'ordre ou l'autorisation d'utiliser les armes d'impact est arrivée à 19 h. Justement, tout juste avant là, que notre policier se fasse prendre à partie. Pour ce qui est de l'autre individu, ce que je vous ai dit, et je serai très prudent, parce que je ne suis pas médecin, mais on a soumis les 2 dossiers médicaux des 2 personnes qui ont été admises à Trois-Rivières à un pathologiste judiciaire. Et ce pathologiste judiciaire nous dit, concernant la personne qui a été blessée, entre autres à l'œil, que la blessure, la grandeur de la blessure, il aurait fallu quelque chose de plus gros que ça pour causer le dommage qui est là. Plus gros qu'un bâton cinétique. Si je peux en avoir un, monsieur le chasseur. Dans les faits, ce qu'on vient dire, c'est que ça prendrait un projectile plus gros que ça pour causer le dommage que cette personne-là a subi. C'est ça que j'ai dit. Alors, dans les faits, oui, on est en mesure de venir dire qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas été blessées par des projectiles de la Sûreté. L'autre, je ne peux pas ni infirmer ni confirmer, et on va continuer à travailler très fort pour le savoir, très, très fort. Il y a une vidéo sur YouTube qui circule qui suggère que ce soit pour nous, ça, c'est une petite partie du casse-tête, et il y a encore beaucoup de morceaux à mettre ensemble. On a effectivement des vidéos qui sont de l'autre côté, qui justement, mais vous les avez vus, on a des policiers qui filment, hein, ils ont comme un bâton avec une caméra. Il y a plusieurs heures de vidéos. Alors, on continue notre travail. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir évalué correctement la menace avant l'arrivée des manifestants, d'avoir mis des mesures en place pour ne pas que ça se passe comme ça s'est passé? Eh bien, je vous dirais que nos services de renseignement évaluent le degré, je vais l'appeler de dangerosité ou de menace. En fait, c'est la menace, le niveau de la menace. Ils le qualifient. Et jusqu'à environ 2 heures, 1 heure avant que l'émeute éclate, l'évaluation de menace était juste. Les chiffres que nos services de renseignement nous avaient donnés sur le nombre de manifestants étaient justes. Et le type de gens qui venaient participer était juste aussi, je l'ai mentionné. Lorsque les gens se sont rendus vers l'endroit où a eu lieu la manifestation, au tout début, c'était calme. C'était calme. Alors, oui, notre renseignement était bon. Et à la fin, 1 heure avant, oui, effectivement, et là, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a eu une perception, nos policiers observateurs ont pu voir justement que certaines personnes avaient une attitude qui commençait à évoluer, je dirais, dans le mauvais sens. Et est-ce que, avec du recul, l'intervention faite de façon massive au départ était justifiée? Est-ce que c'est ce qui devait se passer à partir du moment où vous avez qualifié tantôt que ça changeait à partir du moment où la barrière tombait? Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste la barrière qui est tombée. En fait, la barrière est tombée, les projectiles ont été lancés, des pièces pyrotechniques ont été envoyées sur le toit et les casseurs ont avancé dans le périmètre et il fallait agir rapidement pour pouvoir justement protéger l'Assemblée publique qui s'y tenait. Si on n'avait pas fait ça, j'ose même pas penser ce qui aurait pu arriver. Merci. Oui. Est-ce que dès lors, on aurait pu peut-être, je ne sais pas, avoir une surveillance accrue de ces gens-là qui sont toujours un peu regroupés, qui étaient devant à la tête, ou en tout cas vraiment près de la tête de cette manifestation-là? Est-ce que d'une part, on aurait pu les surveiller de plus près? Pour répondre à votre question, c'est que on travaille avec des lois et des règlements. OK? Sans être très exhaustif là, sur l'article 31 du Code criminel, là, qu'on appelle communément l'arrestation préventive, il nous faut certains éléments pour justement arriver à dire « OK, on y va parce qu'il est sur le point de commettre un acte criminel ».
Je suis obligé de vous dire que d'être habillé en noir puis d'avoir un masque, c'est pas encore interdit. Je pense que ça répond à votre question. Mon autre question, c'est les armes, les balles de plastique cinétiques. Oui. Est-ce que, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de gaz, on ne voyait pas à quelques mètres de nous, est-ce que c'était les bonnes armes à utiliser dans les circonstances, étant donné qu'on ne voyait pas à plusieurs endroits, ça pouvait atteindre effectivement le visage des manifestants qui étaient là, pas nécessairement les passeurs? Oui. Pour répondre à votre question, et je l'ai dit aussi d'entrée de jeu au début du point de presse, c'est que les utilisateurs de ces armes-là, s'ils ne voient pas le danger, donc la menace, ils ne tireront pas. C'est comme, moi je ne suis pas chasseur, là, mais les chasseurs ne voient pas tirer quand ils ne sont pas sûrs que c'est un chevreuil qui est en avant d'eux. Mais sur le même principe là, de base, tu ne tires pas si tu ne sais pas ce qu'il y a en avant de toi. Alors les policiers font pas exception à cette règle élémentaire-là de sécurité. On ne commencera pas à tirer des projectiles d'impact sur des gens qu'on ne voit pas. Puis de toute façon, si je ne vois pas la personne, je ne vois même pas la menace. Donc, je ne tirerai pas. Ma dernière question, c'est concernant les gaz irritants. Oui. On l'a vu à Montréal, là, mais là-bas, vraiment, là, est-ce que c'est les mêmes genres de gaz? Sont plus forts, sont plus concentrés? Bien, écoutez, je répondrai à votre question dans un premier temps, puis en même temps, je vous parlerai des gaz irritants. Je ne sais pas quelle marque c'est. On pourra vérifier, là, mais c'est des gaz irritants qu'on utilise à la Sûreté du Québec. Cela dit, l'utilisation des gaz, en passant, c'est vrai que ça a l'air très spectaculaire quand c'est utilisé. Mais c'est un des moyens les moins dangereux dans la mesure où il n'y a pas de contact entre les manifestants et les policiers. Parce que quand il y a contact entre les manifestants et les policiers, là, il y a beaucoup plus de danger de blessures. Et je parle là du bâton, je parle là du bouclier. Le gaz a pour objectif justement d'éloigner, donc d'éviter ce contact-là pour faire en sorte que les gens se dispersent et aillent plus loin pour ne pas venir justement à l'endroit qui est protégé. Merci. Oui, gouvernement du devoir. Première question, combien de personnes sont recherchées? Et la deuxième, puisqu'on a 3 blessés quand même assez graves ici, pour quelle raison on n'a pas fait une enquête dite indépendante confiée à un autre corps de police? Pour répondre à votre question, il y a plusieurs individus, je n'ai pas le nombre exact, mais il y a plusieurs individus qui sont recherchés. Il y a, je crois, 6 photos qui roulent derrière moi, mais je vous dirais qu'il y en a plusieurs dizaines. Mais je n'ai pas de chiffre exact. Pour répondre à votre question, nous, en ce moment, là, on fait une enquête. On fait une enquête sur des criminels qui ont commis des actes criminels et qui ont aussi blessé des gens. C'est là la réponse que je donnerai à votre deuxième question. Si vous voulez m'en poser une troisième, allez-y. Nous faisons des enquêtes criminelles, nous faisons de la police. Ce n'est pas nous qui demandons à avoir des enquêtes indépendantes ou pas. Ce n'est pas nous qui prenons la décision. Puis de toute façon, cette opération-là a été bien faite. Et à ce qu'on sache, justement, aujourd'hui, on vient nous faire la démonstration qu'il y a au moins 2 personnes qui n'ont pas été blessées par la Sûreté du Québec, puis il y en a une qu'on ne sait pas encore. Puis je pense que vous pouvez être en mesure de constater qu'on travaille très fort pour justement avoir les réponses aux questions qui sont posées, qu'on se pose nous-mêmes d'ailleurs, qu'on se pose nous-mêmes. Merci, monsieur. Oui. Qui sont-ils? Avez-vous du renseignement policier? Ça me paraît impossible qu'on ne puisse pas dire ces gens-là sont liés à tel groupe, à tel autre groupe. Vous faites des arrestations massives, on nous dit, c'est des gens Hells Angels, mafia italienne. Bon, à qui a-t-on affaire, sinon des passeurs anonymes qui semblent fort bien? Alors, pour répondre à votre question, vous avez tout à fait raison. Contrairement à certains groupes criminalisés dont vous avez fait part, ces casseurs-là, c'est un genre de nébuleuse. Il n'y a pas d'organisation très claire. Oui, il y a des individus qui sont ciblés. Oui, on connaît certains individus qui en font partie. Et oui, nous sommes en lien avec nos collègues policiers du service de police de la Ville de Montréal pour échanger du renseignement. C'est vrai. Mais cela
paraît facile, mais ce ne l'est pas. Et nous y travaillons. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire quotidiennement. Et je peux vous dire que ça se fait au moment où on se parle. Vous n'avez absolument aucune indication à nous donner, à savoir si c'est des groupuscules. Vous savez que c'est beaucoup de choses qui sont véhiculées, des groupuscules d'extrême gauche, de Black Bloc, on parle de toutes sortes de gens. Qu'est-ce que vous savez au juste? Parce que vous ne nous dites rien, mais je ne peux pas croire un instant que vous êtes dans le noir à ce point. Mais vous avez raison. Mais c'est parce que je ne commencerai pas ici à vous dire tout ce qu'on sait sur ces groupes-là pour ne pas nuire justement au travail des policiers qui travaillent sur ces groupes-là. Et oui, il y a des anarchistes, il y a des extrémistes, il y a des Black Blocs. Effectivement, on les connaît, pas tous, mais on en connaît. Et effectivement, en fonction des lois et règlements qui régissent, dis-je, le pays, la province, on travaille avec les instruments qu'on a et on travaille fort. On n'est pas inactif. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'apparence d'action qu'il ne se fait rien. Au contraire. Mon autre question, c'est la suivante. C'est, vous avez justifié à peu près tout ce qui a été fait sur le terrain. Pour vous, c'est une opération réussie. Est-ce que vous nous dites que, d'après l'analyse préliminaire que vous en faites, je comprends que vous la complète pas faite, vous n'avez identifié aucune erreur du côté de la Sûreté du Québec dans la façon de mener l'opération? Je vais répéter, c'est très important. J'ai dit au préalable qu'après chaque opération, on fait une rétroaction. Une rétroaction de chaque opération afin de voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Et cette opération-là ne fera pas exception, dans la mesure où, justement, il y a toujours moyen de s'améliorer et d'être plus efficace. Et je vous dis, cette opération-là ne fera pas exception. Est-ce qu'on peut être meilleur? Est-ce qu'on peut être plus efficace? On peut toujours l'être. On peut toujours l'être. Et je vous dis que cette rétroaction-là est en processus, elle va avoir lieu. Et s'il y a des choses à améliorer, croyez-moi, elles vont l'être. Madame, pour les questions en anglais, on va attendre le lieutenant Guy Lapointe qui va être à l'avant dans quelques instants à la suite des questions en français. Ce ne sera pas très long. Est-ce que vous voulez la poser en français? Non. OK. Pas de problème. On va revenir. Merci, madame. Il y a 4 minutes entre la déclaration à tout moins légal et la déclaration d'émeute. Est-ce que c'est un délai qui est habituel? Est-ce que c'est un délai qui est plutôt court pour vous? Bien, écoutez, ça s'est passé très rapidement. Très, très rapidement. Et la personne qui est devant vous et qui vous parle était là, présente sur les lieux. Et j'étais personnellement avec le maire de Victoriaville et quand le groupe est arrivé, quand les manifestants sont arrivés. Et ça s'est passé tellement vite que j'ai dû même dire au maire, j'ai dit, je pense que c'est le temps de s'en aller. Parce que ça s'est passé effectivement très rapidement. Il y a eu des actions, des actes criminels commis rapidement. Et les gens qui sont venus pour manifester paisiblement là, ont à peine eu le temps de s'installer pour le faire, que déjà des actes criminels étaient commis. Est-ce que 4 minutes, ça leur donne le temps de s'en aller avant de se ramasser dans une émeute au sens de la Bien, vous avez tout à fait raison. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'à partir du moment, si vous marchez en direction d'un lieu de rassemblement, puis que vous commencez à avoir des gens qui ont des comportements qui vous semblent douteux, puis qui sortent des roches puis des masques à gaz, c'est peut-être pas une bonne idée de vous rendre sur le lieu de la manifestation. Déjà là, je pense que ça a fait appel au bon sens. C'est dommage, ça vous prive d'un de vos droits les plus élémentaires, mais et à partir du moment où vous voyez des gens qui commettent des actes criminels comme lancer des roches puis des pierres aux policiers, puis faire tomber le périmètre de sécurité, puis essayer de mettre le feu sur le toit d'un centre des congrès, la règle de base, là, c'est encore de s'en aller, c'est de ne pas rester là. Et il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui sont partis. J'ai mentionné un certain nombre d'autobus, là, puis c'était quand même une certaine distance. Il fallait quand même bien qu'ils prennent le temps de s'en aller. On le répète, s'il y a des casseurs, allez-vous-en. Et, je l'ai dit samedi dernier, il y a des gens qui ont fait le choix de rester. Vous les avez filmés. Nous aussi, d'ailleurs. Là. Vous les avez filmés, ils sont restés là. Ils sont restés là à continuer à commettre des actes criminels. Alors, à un moment donné, là, quand on ne veut pas se ramasser dans une situation de danger extrême comme celle qu'est une émeute, parce que c'est dangereux, c'est un lieu dangereux, il faut s'en aller. Deuxième question sur la conclusion de tout ça, la conclusion de la journée, c'est-à-dire Oui. sur
vous avez interrogé les gens un par un, c'est ça, mais ils n'étaient pas dans l'état d'arrestation. Juste nous décrire ça. Bien, ils ont comparu, ils ont été libérés par promesse de comparaître, OK, pour avoir été présents sur un attroupement illégal ou émeute. Cela dit, c'est pas la conclusion, ça. Hein. Ça, c'est que le début de l'enquête, parce que l'enquête, elle se poursuit. Alors, oui, on a procédé à l'arrestation là, d'environ une centaine de personnes là, qui étaient à bord des fameux 3 autobus, mais c'est pas terminé. Là. Il va y en avoir d'autres arrestations. On l'a dit qu'on ne ménagerait pas nos efforts, mais on ne les ménagera pas nos efforts. Merci. Bonjour. Laure Année, le CTV Montréal. Je vais poser des questions en français. Oui. Alors, la SQ a reconnu précédemment d'avoir utilisé des agents infiltrateurs. Combien est-ce qu'il y en avait à Victoriaville? Mais précédemment, non, on n'a pas affirmé avoir utilisé d'agents infiltrateurs. À Victoriaville, en fait, on n'utilise pas d'agents infiltrateurs ou de personnes qui vont inciter d'autres personnes à commettre des actes criminels. À Victoriaville, on avait des observateurs qui étaient là pour voir justement le comportement de la foule. D'autre part, on avait aussi des équipes d'arrestation qui ont travaillé avec les groupes de maintien de rétablissement de l'ordre. Puis le travail des observateurs, mais c'est de voir justement, c'est de tenter de détecter le comportement à risque de gens qui justement ont l'intention de faire d'autres choses que de manifester, soit celle de commettre des actes criminels. Mais pas d'agents infiltrateurs. Quand vous dites infiltrateur, on s'entend que ça peut être provocateur aussi. Ben, c'est ce que je disais tantôt. Alors, je réponds à votre question. Pas d'agents infiltrateurs, pas d'agents d'infiltration, pas d'agents provocateurs. Ce que vous appelez des observateurs. Des observateurs qui ne sont pas nécessairement dans la foule. Là. Ils ne sont pas dans la foule. Ils sont à l'extérieur, puis ils regardent, puis ils ont des appareils photo, puis ils font leur travail justement pour essayer de détecter, effectivement. Et je veux comprendre donc, les personnes que vous recherchez, les personnes qui ont été arrêtées dans les autobus, c'est des personnes dont vous avez donc des charges contre eux parce qu'ils étaient dans une émeute. Vous parlez des gens qui étaient dans les autobus? Oui. Puis ceux qu'on recherche, c'est pas juste parce qu'ils étaient dans une émeute, c'est parce qu'on les a vus commettre d'autres actes criminels. Donc, vous avez des preuves à l'appui. Ben, on a du vidéo, on a des déclarations, on a un paquet de choses que je n'étalerai pas ici, mais on travaille justement pour les retracer. Vous avez mentionné une vidéo lors de la conférence de presse. Pouvez-vous dire quelle vidéo exactement? Parce que vous avez dit que vous continuez à l'analyser. OK, j'ai fait référence à une vidéo qui est apparue sur YouTube hier, dans lequel on suggère justement qu'un de nos policiers, qui avait entre les mains effectivement un fusil de type Arwin, c'est pas un autre type d'outil, c'était ce policier-là qui avait atteint une des personnes blessées. Ce que je vous dis, c'est qu'on l'a regardé, puis on continue à le regarder. Puis pour nous, pour l'instant, là, on n'en tire aucune conclusion parce qu'on ne voit rien de vraiment très précis. Ce n'est pas une vidéo, il faut le regarder, là, il faut l'analyser. Puis on ne se contentera pas juste de regarder ça. On a bien d'autres choses pour entrecouper les informations. Alors, on le regarde. On a aussi, on est aussi justement à regarder pour voir qui a mis en ligne ce vidéo-là. Si la personne voulait bien venir nous rencontrer puis nous aider à faire notre travail, ça va nous faire plaisir de le rencontrer. Vous avez justement fait un appel aux personnes qui sentent leur droit de liberté d'expression brimé. Mm-hmm. Est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés à vous sur ce sujet-là? Bien, moi, je vous dirais que, vous savez, les honnêtes citoyens, là, on n'a pas pu y aller, bon, on va s'en retourner chez nous. Tu sais, ils devraient se plaindre, Les gens qui ne pouvaient pas partir ne sont pas honnêtes parce qu'ils ne pouvaient pas quitter les lieux. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les honnêtes citoyens, les gens qui ont quitté, les gens qui voulaient venir manifester paisiblement, effectivement, n'ont pas pu le faire. Et ça, c'est à cause des casseurs puis des gens qui ont commis des actes criminels. C'est ça que je suis en train de vous dire. Oui, je comprends. Merci, madame. Il y a d'autres questions. Merci. On va passer aux autres personnes. On passera tout à l'heure pour l'autre question. Merci beaucoup. Juste revenir sur la question dont vous disiez tout à l'heure, vous êtes en communication avec le SPVM, parler des organisations criminelles, vous tentez de déterminer de qui il s'agit. Un collègue de l'agence Pionnier a graphié Yves Minou qui a été libéré du poste de Victoriaville samedi après-midi. Et dans une manifestation lundi soir, qu'il y avait dans les rues de Montréal, une manifestation nocturne, en direct sur TVA, on a
passé. Est-ce qu'il y a des communications entre les deux corps de police, peut-être, pour voir s'il y a des récidivistes, si on peut les prendre sur le fait, ou comment ça se passe au juste? Bien, je ne vous expliquerai pas comment ça se passe, mais je vous dirais que pas plus tard que ce matin, il y avait déjà des communications entre la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Montréal, justement parce qu'il y a encore des gens qui veulent déranger tout le monde, qui ont utilisé des gaz dans le métro de Montréal. Faut vraiment justement pas penser aux gens qui travaillent puis qui vont gagner leur vie à tous les matins pour faire ce genre d'activité-là. Bien, justement, on travaille pour les arrêter, ces gens-là. Donc, il y a de la surveillance qui se fait, puis il y a un suivi qui se fait. Il y a un suivi qui se fait et comme on le dit toujours, on ne commencera pas à dévoiler nos techniques d'enquête ici, mais oui, ça, on y travaille. Bien, c'est un phénomène qui est... c'est pas un phénomène émergent, c'est un phénomène qui existe depuis quand même un certain temps. C'est sûr et certain qu'il y a une mouvance. Il y a probablement des gens qui font partie de ces groupes-là qui sont plus jeunes et en vieillissant deviennent peut-être des gens qui paient des impôts, ont des emplois, mais qui manifestent autrement. Maintenant, c'est à nous justement à faire notre travail et à suivre cette mouvance-là. C'est pas toujours évident, mais effectivement, les ressources nécessaires sont mises et sont mises en commun avec les autres services de police, ainsi qu'avec, entre autres, avec nos collègues du service de police de la Ville de Montréal, afin justement de pouvoir enrayer d'avance le comportement criminel de ces personnes-là qui, somme toute, brisent, blessent, incitent à commettre des actes criminels. Merci. Est-ce que c'est pour une question en anglais? Très bien. Alors, je comprends qu'il n'y a plus de questions niveau français. Alors, je vais inviter les gens qui veulent avoir des entrevues individuelles à patienter au salon. Et pour la présence de Guy Lapointe, je vais vous demander quelques petites minutes et on va se représenter à l'avant pour un résumé d'abord et des questions par la suite.